Ce panel va porter sur les choix énergétiques, sujet d'une grande importance et pour ce qui s'en vient ici à Thetford, évidemment, ça va avoir énormément d'importance. Donc, je vous présente nos panélistes. D'abord, Geneviève Lebeau, elle est directrice développement du réseau chez Énergir. Toujours dur à dire, développement du réseau chez Énergir. C'est comme un exercice de diction. Juste à côté, on a Sylvain-Pierre Crête, qui est chef solutions énergétiques et accompagnement chez Hydro-Québec. Patrick Joly, qui est chef de projet au développement chez Boralex. Et finalement, au bout de la scène, Pascal Jacques Dumoulin, chargé de mission appui technique et relationnel aux coopérations France-Québec pour l'ADEME. Je l'ai dit au long. Non, c'est parfait. Bon. Super. D'abord, on va placer un peu ensemble le sujet du panel. Pourquoi c'est essentiel qu'on parle des enjeux énergétiques quand on parle de requalification des friches industrielles? Allez, Hydro en premier. Ouais. Mais je vais commencer, puis je tiens à souligner quand même la participation, c'est le fun. D'habitude, la dernière rencontre, la deuxième journée d'un congrès, il reste pas juste le monde qui ont raté leur lift ou qui ferment la salle. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a de l'intérêt. La donne a complètement changé. On disait avant, l'argent était maître de tout. Il y avait de l'espace pour construire, il y avait de l'énergie en masse. Là, il faut faire des choix beaucoup plus intelligents. On n'a plus le luxe, dans le fond, de regarder en arrière pour planifier nos développements. Il faut regarder en avant. Il faut voir ce que les autres font, ce qui se font ailleurs. Puis on n'a surtout pas le luxe de prendre pour acquis qu'on va avoir besoin, qu'on va tout avoir ce qu'on veut demain matin en claquant des doigts. Fait que la planification est extrêmement importante. C'est ça. Parce que là, j'avais dit à Sylvain-Pierre qu'il ne pouvait pas nous décourager là, vu qu'il est de chez Hydro-Québec, mais on va s'assurer de mettre les bons ingrédients en place pour ne pas, justement, être déçus en bout de ligne avec ces questions énergétiques. Les autres, pourquoi c'est important qu'on parle d'énergie quand on parle de requalification de friches industrielles? Absolument. Je vais renchérir, Sylvain-Pierre. En fait, le contexte énergétique a complètement changé. Tu sais, Sylvain-Pierre l'a mentionné, on n'a pas l'énergie qu'on avait, on ne peut pas se fier en se disant, moi, j'ai un projet, je vais avoir l'énergie que j'ai de besoin, loin de là. Donc, ce qu'on faisait il y a 15 ans, ce qu'on faisait il y a 10 ans, même ce qu'on faisait il y a 5 ans, ça a complètement changé. Si je parle pour Énergir, Énergir, c'est un monopole de distribution de gaz naturel. On est habitué de savoir ça à propos d'Énergir. Mais en réalité, notre objectif stratégique 2050, c'est être 100% décarboné. Pensez-y, 2050, c'est comme demain matin, là. Donc, le réseau d'Énergir, c'est 11 000 km de conduite souterraine qui équivalent à peu près à 17 000 mégawatts. Donc, à peu près 5 la romaine. Non, 10, excusez-moi. Et dans le fond, on veut utiliser cet actif-là pour être en complémentarité avec l'électricité pour s'assurer qu'on fait les bons choix quand on a des projets, puis pour développer des régions ou des friches qu'on veut requalifier. Parce que, comme on a dans la stratégie d'Énergir de se décarboner à 100%, d'ici 2050, c'est pas juste ça, on va distribuer 2 fois moins de gaz. Donc, où est-ce qu'on est pertinent? Le gaz naturel est pertinent au niveau de... il y a des usages qui ne s'électrifient pas en date d'aujourd'hui. Peut-être que la technologie va changer. Donc, on est pertinent à cet endroit-là. On est pertinent pour gérer la pointe. La problématique souvent d'Hydro-Québec, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller s'occuper de la pointe. Ça prendrait... des lignes, des capacités supplémentaires. Énergir a cette capacité-là avec les conduites qui sont déjà là. Puis, il faut penser aussi à la résilience. Donc, quand on construit pour des entreprises, des industries, des hôpitaux, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des pannes, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'énergie. Donc, on a des conduites sous terre résilientes. Alors, quand vous pensez à un nouveau projet, on a déjà travaillé en silo, faut le dire, là. Maintenant, quand vous avez des nouveaux projets, je vous invite à y réfléchir puis nous inviter dans votre réflexion pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc, quand on dit pourquoi on parle d'énergie, quand vous voulez faire financer vos projets, là, vous devez démontrer que vous avez l'énergie pour votre projet. Donc, vous allez devoir parler avec nous
pour vous assurer que votre projet Il faut qu'on parle avec vous avant d'aller voir les partenaires financiers. Ouais, c'est bon? C'est ça. Ouais. Parfait. Très bon à savoir. Patrick? Oui, moi, oui. Ben, j'allais juste aussi vous dire, rappel pour ceux qui n'étaient pas là nécessairement hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir les photographies, puis des explications de Daniel là, qui va vous expliquer un peu c'est quoi. Je pense à ces photos-là parce qu'on s'en va un peu sur le terrain, justement, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et selon là, les possibilités, de quelle sorte de territoire, grosseur, superficie de territoire dont on a besoin. Exactement, parce que nous, chez Boralex, on développe, on construit et on opère des sites de production d'énergie renouvelable. Ça a commencé au Québec, mais on est également aux États-Unis et en Europe. Donc, chaque juridiction, disons, a ses particularités, mais quelque chose qui est universel, c'est qu'on se fait beaucoup demander par des friches industrielles, telles que Thetford, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on veut devenir un producteur d'énergie? Alors, au Québec, pour différentes raisons, puis j'y reviendrai peut-être plus tard, c'est pas encore, dans les cartons, c'est pas encore très populaire ou en demande par Hydro-Québec, malgré que là, il y a un appel d'offres solaire qui pourrait être intéressant, mais ça a sorti hier, donc je ne veux pas brûler du scoop, là. Mais souvent, on me demande, moi, en tant que développeur puis en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que je peux faire sur mon terrain? Fait que je voulais vous donner quelques exemples de qu'est-ce qui pourrait être fait sur une friche industrielle, puis quel genre de capacité on va aller chercher. J'ai décidé de vous présenter ça parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de brownfield, friches industrielles qu'on appelle, qui demandent combien de solaire je pourrais mettre ici, qu'est-ce que je pourrais faire sur mon terrain. Que je voulais vous donner ces pistes-là. Ça se fait pas encore au Québec, ça s'en vient, mais voici ce qu'on pourrait faire. Comme je vous dis, Boralex commence au Québec, mais on a une très forte présence en France. En France, de par la densification de la population, moins d'espace disponible, ils deviennent plus peut-être créatifs ou permissifs, et étant donné aussi que l'énergie électrique, c'est des tarifs variables, dynamiques, ça crée un autre écosystème d'affaires. Donc, il y a eu plus d'initiatives en France par Boralex et par nos compétiteurs qu'au Québec présentement, mais voici un exemple qui est pas mal intéressant. Ici, on a un parc photovoltaïque. Donc, c'est tous des panneaux solaires photovoltaïques à Pérols en France, Pérols en Provence. C'est bon. Ils font du très bon vin, d'ailleurs, dans ce coin-là. Ouais, j'aimerais bien ça aller visiter le site. Non, c'est pour dire que là, c'est une gravière en fin de vie qui est remplie d'eau, puis ils veulent... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la vision, c'est... On a beaucoup de mètres carrés ou d'hectares ou d'acres, dépendamment de votre système. Est-ce qu'on pourrait faire revaloriser ça d'une certaine manière? Là, on a fait un parc solaire flottant qui est en opération depuis 2022. Donc, plein d'avantages à ça. Je ne rentrerai pas nécessairement là-dedans, mais ça devient un producteur d'énergie renouvelable pour revaloriser un site qui n'avait plus rien à faire avec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on atteint presque 1 mégawatt de puissance par hectare. Donc, c'est ça la densité de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de terrain-là. C'est une densité quand même assez élevée, parce que le 12,6 hectares qu'on utilise, c'est vraiment juste la surface flottante, pas toute la surface de la gravière. Puis, étant donné qu'ils sont très rapprochés, donc ça va chercher une autre capacité. Par contre, dans les projets qu'on développe récemment dans l'État de New York, on est à plus environ de 0,5 mégawatts d'énergie par hectare qu'on peut aller chercher sur un site. Donc, si vous avez, je ne sais pas, un site de 10 hectares à valoriser, vous pourriez aller chercher peut-être 5 mégawatts de puissance de panneaux solaires photovoltaïques pour mettre là-dessus. Donc, ça peut être de l'information utile pour l'appel d'offres de 300 mégawatts d'Hydro-Québec qui s'en vient. Les projets sont capés à 25 mégawatts par projet. Pour terminer, je vais vous parler aussi qu'est-ce qui peut se faire sur des friches industrielles. Donc, on parle de sites plus petit. Au niveau des éoliennes, ça pourrait participer à un projet. Il pourrait y avoir une éolienne qui serait plantée sur une friche industrielle, mais il faudrait que ça fasse partie d'une plus grande zone. Donc, ça serait un élément du casse-tête. Parce que des éoliennes, ça prend beaucoup de kilomètres carrés. Même si l'empreinte au sol est très petite d'une éolienne, il ne faut pas qu'ils se cannibalisent le vent. Il faut distancer les éoliennes l'une de l'autre. Mais ce qui peut se faire sur des friches industrielles, c'est du stockage d'énergie. Le stockage d'énergie n'est pas encore dans les appels d'offres ou Hydro-Québec n'en parle pas encore beaucoup parce qu'on a d'énormes réserves d'eau, des réserves hydrauliques avant nos barrages dans le nord. C'est ça notre stockage d'énergie. C'est ça notre batterie, c'est la hauteur des réservoirs d'eau. Mais plus qu'on augmente le solaire, l'éolien, donc les sources d'énergie intermittentes sur un réseau,
il faut compenser. Des fois, ça va produire, des fois, ça va pas produire. Des fois, la demande est haute, des fois, la demande est basse. Une solution à ça, c'est stocker l'énergie quand il y a des surplus, la relâcher quand il y a des besoins. Pour faire ça, la technique la plus populaire qui est en forte croissance dans le monde, à la gauche, c'est des containers de batterie, qu'on appelle des BESS systems. Puis ça, sur un site, quelqu'un a dit, moi, je voudrais développer un site. On en construit 2, d'ailleurs, en Ontario, pour le réseau ISO. Puis, les chiffres qu'on a par notre équipe de développement, on atteint 250 à 300 mégawatts-heure, qu'on appelle, en stockage, par hectare. Donc, encore une fois, ça prend environ 1 hectare pour faire un projet qui est 250-300 mégawatts, qui sont les projets qui sont dans les appels d'offres en Ontario présentement. Et quand on se met à rêver davantage, il y en a quelques-uns dans le monde, mais c'est des énormes ouvrages, c'est du calibre des barrages hydroélectriques, c'est les centrales à réserve pompée. Vous remarquez, ça ressemble peut-être aux petites photos en arrière, coïncidence, mais ici aussi, il y aurait peut-être un potentiel pour ça. Dès que vous avez des bassins qui ont une différence de hauteur, c'est comme un barrage hydroélectrique, tu fais couler l'eau, tu fais de l'électricité, mais c'est en circuit fermé. Donc, quand tu as besoin, tu fais descendre l'eau, tu produis de l'énergie. Quand la demande est basse, puis qu'il y a des surplus d'énergie sur le réseau, ça devient une pompe et tu repompes l'eau dans le bassin d'en haut, puis ça tourne. Donc, ça devient une réserve d'énergie, un stockage d'énergie. Ça pourrait peut-être se faire dans le futur, ça se fait à certains endroits, mais c'est des projets, des méga projets de grande envergure. Je peux-tu enchérir 2 secondes? J'espère qu'Hydro-Québec va commenter ça. Dire, c'est sûr. Toujours. Mais pour ceux qui ont regardé le plan d'action, 2035, 60 TWh de nouvelle énergie. Il y en a le tiers qui vient de l'efficacité énergétique. Il y en a 40 qui sera de la nouvelle production, de la nouvelle capacité. Ça, c'est pour répondre aux objectifs de croissance économique, mais surtout de transition écologique. Puis dans les 2 cas, dans tous les cas, bien sûr, éolien, solaire, on renipe nos installations hydroélectriques, mais on se ferme pas les yeux sur la technologie. On n'a pas le luxe de pas regarder ce qui se fait ailleurs. Donc les batteries, bien sûr, il y en a déjà. Il y a Boralex, il y a Evlo, il y en a plusieurs grands fabricants. Là, c'est priorisé pour l'instant pour les bouts d'antenne. C'est là où on est loin de la production, là où on a peu de redondance dans le réseau pour assurer la résilience en cas de panne et autres. On en regarde des batteries. La réserve pompée, il y en a dans le plan d'action. On regarde on évalue au moins un projet pour justement regarder. Le gros enjeu dans les 2 cas, c'est la tarification dynamique. Partout ailleurs, le prix de l'énergie n'est pas le même à toutes les heures de la journée. Donc, par définition, il y a un moment intéressant pour mettre de l'énergie peu dispendieuse dans une batterie et la ressortir quand elle coûte cher. Même chose pour la réserve pompée. Il y a un moment intéressant pour consommer de l'énergie avec des pompes pour mettre de l'eau en haut, pour produire de l'énergie à des moments où l'énergie coûte moins cher, on la facture plus cher. Là, en ce moment, on est la seule juridiction en Amérique du Nord où il n'y a pas cette notion de tarification dynamique. Fait qu'on est soit vraiment plus intelligent que tout le monde, ou soit peut-être qu'on est dû pour une petite réanalyse. Mais il y a un volet, bien sûr, au-delà d'Hydro-Québec là-dedans. Approfondissons-le un peu, là, ce nouveau paradigme dans lequel on se trouve. Parce que, bon, évidemment, on a été habitués pendant des années, on se servait même de notre énergie qui n'était pas chère, qui n'était peut-être pas assez chère, pour attirer des entreprises. Quand on regarde, par exemple, un projet qui se pointe à l'horizon, là, comme on a ici, ça va se faire dans un nouveau paradigme. Sur les questions énergétiques. À quoi il faut faire attention? Dans quel état d'esprit, avec quelle attitude il faut aborder ces projets-là au tout début là, des étapes dans lesquelles on est rendu? Mais il y a 2 angles. Il y a l'aspect, bien sûr, énergétique, puis il y a l'aspect de collaboration qu'il faut avoir. Fait que, si je reviens à la source, là, à la base, il y a une nouvelle loi, tous les projets de 5 MW et plus sont soumis à une approbation ministérielle, etc. Puis tout ce qui est regardé, c'est les retombées économiques, le nombre d'emplois. On veut s'assurer que les électrons vont aux bons endroits. Tu l'as dit, là, on a été... Je dis souvent quand on était, il y a l'expression élevé dans la confiserie, les 2 mains dans le plat de bonbons. Je dis qu'au Québec, souvent, on était élevé dans la boucherie. Mais sans qu'on s'en rende compte, notre énergie est devenue le filet mignon. Mais on continue de le prendre pour faire du steak haché. Fait que c'est là qu'à un moment donné, il va falloir un peu changer les paradigmes puis accepter que, quand je disais qu'on peut plus construire comme hier. Il faut regarder les différents intervenants, se doter de partenaires qui sont capables de faire de l'autoproduction, qui vont gérer la pointe puis voir le projet comme un tout. Comme un tout qui va pouvoir être efficient, puis où les différents membres d'un nouveau parc industriel et autres pourront plus juste se regarder, moi, mes besoins, c'est quoi? Mais est-ce qu'on peut amener des clients qui ont des besoins différents, des usages variés, puis peut-être qu'à un moment, quelqu'un a besoin d'électricité pour produire de la chaleur, tandis que l'autre en a besoin pour produire du froid. Ben là, on peut-tu les relier avec une boucle thermique, exemple, qui ferait qu'on consommera plus d'énergie, mais qui vont être revalorisés? C'est là qu'il faut vraiment accepter de zoomer out, de voir le projet comme un tout, puis d'être impliqué en amont. Puis juste avant de passer la parole aux différents partenaires qu'il faut impliquer, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce qu'avant, on parlait, le client a son projet,
en parle à son banquier. Là, après l'architecte, après l'ingénieur, il achète les équipements, puis après, à la fin de tout ça, 2 ans et demi plus tard, il appelle Énergie puis Hydro, puis il dit « Viens nous raccorder, s'il te plaît, la semaine prochaine. » Ben là, c'est là que non, les distributeurs d'énergie doivent être quasiment avant le banquier maintenant, au tout début, pour valider la capacité, voir que c'est quoi le terrain de jeu actuel, c'est quoi la progression dans les prochaines années, puis avoir un phasage, là, pour reprendre un des termes qui était plus dans le panel précédent. Puis il y a ce moment où vous entrez en jeu aussi chez Énergir, souvent quand Hydro dit non. Mais sauf que c'est mieux d'être vraiment en amont. On aimerait mieux dire oui en même temps. Puis c'est un peu différent au niveau d'Énergir. Hein, c'est une compagnie privée, mais c'est un monopole, donc on est régi par la Régie de l'énergie. Puis on doit avoir un indice de profitabilité pour chacun des projets. On ne peut pas faire des projets déficitaires. Donc, c'est certain que là, il faut se mettre en tête qu'on peut dire que depuis la pandémie, le coût des projets a grosso modo doublé. Donc, quand on a des nouvelles demandes, bien, rapidement, on fait une analyse pour voir qu'est-ce que vous avez de besoin, mais idéalement, on travaillerait en partenariat avec toutes les parties prenantes qui peuvent vous desservir au niveau énergétique pour regarder des scénarios de mix énergétique qui sont les plus optimaux au niveau environnemental, mais au niveau financier aussi, dans les temps que vous avez de besoin, parce que ça, c'est une autre variable bien importante, là, le moment où vous allez devoir avoir besoin de votre énergie dans votre projet. Donc, tout ça doit être regardé en amont des projets. Et je peux peut-être donner un scoop là-dessus, là, mais on a tranquillement créé un partenariat avec Hydro-Québec où est-ce qu'on avait des demandes de clients pour qu'on puisse regarder ensemble les projets. Donc, on a créé des ententes de confidentialité parce que, bien entendu, on ne peut pas donner les informations que les clients nous donnent, c'est confidentiel. Donc, on doit s'assurer que le client est au courant et d'accord pour pouvoir partager les informations entre les différentes parties prenantes qui vont pouvoir travailler à la table pour la meilleure solution pour lui. Et quand le client fait la demande, bien, on l'a déjà fait. Ça existe, donc c'est pas quelque chose qui va prendre du temps là, pour votre projet, mais ça nous amène à la même table pour qu'on puisse regarder ensemble dans votre région, pour votre contexte de votre projet, qu'est-ce qu'il y a au niveau énergétique, puis comment on peut travailler pour nous assurer que vous allez consommer le moins possible, parce que ça, c'est numéro 1. Donc, l'efficacité énergétique, c'est quoi, dans le fond, vos usages, comment on fait pour déterminer qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Puis, on travaille ensemble dès le début. Le message est lancé. Avant de poursuivre, Pascal Jacques, je pense que ce serait important d'expliquer qu'est-ce que fait votre organisation. C'est pas tout le monde qui la connaît. Nous expliquer un peu votre rôle. Oui, c'est l'Agence de la transition écologique, pour tout résumer. Donc, c'est une agence d'État qui a 2 partenariats ici au Québec, avec Recy Québec pour les matières résiduelles, et donc l'ancien TEC, Transition énergétique Québec, qui a été reversé en partie à MEL CCFP, en partie au MEIE. J'ai révisé mes acronymes. Et donc, ce sont des partenaires récurrents avec qui on échange régulièrement, une fois aux 2 mois, une fois aux 3 mois, suivant les sujets. Et on met ensemble les retours d'expérience pour voir ce qui peut être le plus profitable à chacun, ce qu'on peut transposer, ce qui n'est pas transposable, et dans quel contexte et quelle nécessité, en fait. Et je résume ça généralement à une phrase, une locution, nécessité fait loi. C'est-à-dire que si telle ou telle région du monde apparaît plus en avance, c'est parce qu'elle a eu la nécessité d'aller plus en avance. On a parlé juste avant, j'ai parlé de régime alimentaire, peut-être parce que ça me concerne au premier chef, mais on vous dit il faut faire régime. Ok, bon, on verra ça demain, mais tant que vous êtes en bonne santé, vous reportez l'échéance. Quand vous commencez vraiment à avoir des problèmes de santé, là on se dit ouais, là il faut que j'y aille. Et c'est un peu la même chose concernant notamment l'efficacité énergétique. Chez nous, on commence à parler de sobriété énergétique. Il ne s'agit pas de plus boire, mais de boire avec modération. Quand il s'agit de l'alcool. Je voyais le projet en Provence du plan d'eau. Ça ne consiste pas à remplacer le plan d'eau par le plan de vin. Si on ne va pas mettre le vin à la place de l'eau, ça pourrait être une autre variante, mais c'est pas le cas. Mais plus sérieusement, c'est ça. C'est en gros les projets qu'on peut mener, on les a menés sous la contrainte environnementale physique au sens de l'environnement, mais aussi géopolitique. Et je n'ai pas abordé des sujets déplaisants actuellement.
Bon, il y a des coûts importants quand même qui sont en jeu. On parlait de nécessité. Des fois, c'est effectivement quand on est rendu dans la nécessité. On doit, quand on pense au projet ici, planifier, aménager, consulter, concerter, décontaminer et penser aux enjeux énergétiques. Les enjeux énergétiques, ce n'est qu'un des éléments auxquels il faut penser. Mais il y a plein d'exemples là, de projets qu'on pourrait présenter. Je pense que vous en aviez pour nous. Oui, j'ai un petit diaporama de 75 diapos. 75, donc quelques exemples. J'ai dit que j'allais faire la fermeture et qu'on couperait les lumières au fur et à mesure. Donc, si vous voulez vous expliquer un petit peu le mouvement et la politique de l'ADEME dans ce sens-là, particulièrement concernant les friches industrielles, la politique aujourd'hui est foncièrement orientée vers l'énergie photovoltaïque, mais pas seulement. On va compléter ça avec de la biomasse, avec de l'éolien, pardon. Et en introduisant aussi des notions d'urbanisme, ce qu'on a fait avec force là depuis plusieurs interventions. Et aussi l'aspect agriculture. Alors ici, ce sera la friche. Ici, ce sera un peu compliqué de la convertir à l'agriculture, mais là où c'est possible de le faire, on va essayer de combiner agriculture et production d'énergie, ce qu'on appelle dans un acronyme raccourci l'agrivoltaïsme, avec plein d'avantages de mon point de vue. Et tout ça pour dire que ce sont des projets qu'on souhaite multifonctionnels. Ne pas faire de la monoculture de quoi que ce soit, comme en énergie, essayer de diversifier le bouquet énergétique pour dérisquer en fait les solutions et les situations. Alors, je vais passer rapidement parce que je risque de faire trop long. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'ADEME, cette agence d'État, va aider à transformer les terrains abandonnés et des friches industrielles qui ont un impact environnemental qui est fort, qu'on va chercher à réduire. Et donc, ça passe ici par l'installation de panneaux solaires, pardon. Je commence à bafouiller, c'est la fin de la journée, il est temps que j'arrête. Et en évitant l'étalement urbain également. On a aussi des contraintes de superficie réduite. Donc, on est aussi dans des principes de ZAN, ce qu'on appelle chez nous, donc des zones non artificialisées, etc., etc., et puis essayer de préserver les sols naturels. Donc là, c'est aussi un autre site photovoltaïque sur une ou une friche industrielle, tout au moins. Et ce qui est important de voir, je pense, là-dessus, c'est le potentiel. Donc ce qui a été évalué, c'est si on réalisait tout ce qui est réalisable, ce qu'on fait rarement, voire jamais, on a un potentiel qui est de 53 gigawatts crête, qui parlera aux producteurs d'énergie solaire sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, on ne va pas faire tout ça, mais toujours est-il que ce potentiel-là est important et dans une contrainte pour nous et d'un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Je passe rapidement. Ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est avoir une combinaison des sources d'énergie. Je reparle ici d'agrivoltaïsme là où c'est possible. Avec un autre aspect des choses, c'est les espaces verts et la revitalisation de la biodiversité, là où c'est possible. Je vais regarder là, parce que je vois mieux que là. Agrivoltaïsme, voulez-vous nous le... Alors, c'est la combinaison de l'agriculture et de l'installation de... Mon voisin est plus pertinent, moi, là-dessus. Et la combinaison de production photovoltaïque. C'est-à-dire allier à la fois l'agriculture et la production d'énergie, parce qu'on risque de rentrer dans les conflits d'usage qui sont évoqués par les gens qui sont un peu plus réfractaires aux énergies nouvelles. Si je peux ajouter un point, c'est ça. En fait, en gros, c'est alterner des rangées de cultures puis des rangées de panneaux solaires. Puis certaines régions dans le monde, certaines cultures qui profitent beaucoup de cet ombrage-là que ça crée. Ici, au Québec, c'est moins applicable. Puis d'ailleurs, dans le dernier, l'appel d'offres au Québec qui vient de sortir, ils interdisent tout territoire agricole. Voilà. Comme ça, le problème est réglé. Donc, bien sûr, tout ça passera par des soutiens et des financements. Bon, je vais passer rapidement là-dessus si vous voulez avoir la présentation et l'état de disposition. Et puis, vous voyez, bon, on manie des gros chiffres. On parle du plan France Relance avec 300 millions d'euros, donc à l'échelle du territoire et des populations également. Donc, on aboutit à des choses comme ça, avec la conjugaison de sources d'énergie pour une requalification durable des friches industrielles. Quand on parle de requalification, il y a aussi, mais on l'a dit, de la revalorisation des territoires. Des territoires qui auraient perdu un peu en valeur, c'est aussi une occasion de financer en autonomie ou alors de financer d'autres projets
multifonctionnelles qu'on a évoquées là-dessus, grâce aux rentrées d'argent de la production d'énergie. D'autres exemples ici sur les fiches industrielles que vous allez avoir. Aujourd'hui, en France, on a environ 2400 sites de friches industrielles qui représentent 90 000 hectares. Tout ne sera pas, bien entendu, revalorisé, mais ça donne un bon terrain de jeu. Et on a identifié là-dessus à peu près 17 000 de ces zones qui sont délaissées, qui seraient propices à l'implantation de centrales photovoltaïques. Donc il y a un petit enjeu pour Boralex et d'autres, mais je vais citer que Boralex, qui travaille beaucoup en France. Hein. C'est l'un des principaux producteurs d'énergie renouvelable, notamment éolienne en France. Si je n'étais pas le premier, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Le premier en France. Je ne vais pas faire trop de publicité, ça va être mes reprochés après. Merci. Donc voilà, pour tout dire que ces enjeux sont là. Et alors vous aurez peut-être remarqué que je suis du nord de la France. J'ai des compatriotes qui sont là. Et j'habite à 10 km de chacun des deux sites là. Et l'enjeu est bien entendu sur les anciennes ou encore actuelles territoires industriels que sont le nord de la France et l'est de la France, ce que nous on appelle aussi la banane industrielle en redescendant vers Marseille, où on a principalement ces anciennes friches, ces anciennes industries qui sont présentes. Ce qu'on peut dire également par rapport à ça, donc les chiffres qu'on a montés jusqu'à présent vont souligner l'importance de ces terrains-là dans une stratégie plus globale et nationale de la transition énergétique, toujours avec cet objectif de la neutralité à 2050. Et donc la reconversion des friches industrielles, dans le cadre de ce que j'évoquais tout à l'heure, du zéro artificialisation, non, j'arrivais pas à le dire, zéro zone artificielle, voilà, c'est mieux, vont viser à réduire l'étalement urbain, ce qu'on répétait tout à l'heure. Mais j'ai arrêté de réciter, peut-être on va revenir aux questions-réponses, et puis on va revenir plus tard. Pas de problème. En fait, maintenant que je regarde un peu tout ça, j'ai envie qu'on revienne ici. Oui. Tu sais, on voit un peu des choses qui sont possibles de faire. Bon, le contexte français, le contexte québécois, on peut pas faire du copier-coller. On peut pas le transposer. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ce qui s'en vient pour Thetford? Voyez-vous des opportunités intéressantes desquelles vous voulez discuter? Oui, je peux y aller. Merci, Sylvain Pierre. J'apprécie beaucoup avoir des discussions avec quelqu'un d'Hydro-Québec. C'est vraiment agréable. Merci. Parce qu'on travaille dans la même direction, mais des fois, on ne sait pas qui rame. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, moi, mon point de vue, c'est si une friche industrielle veut devenir un producteur d'énergie, mais je comprends qu'il y en a aussi qui ont des besoins d'énergie ou de conversion, tout ça, mais je vais parler strictement de l'angle de la production d'énergie. Il faut savoir, si vous voulez devenir un producteur d'énergie, il n'y a qu'un seul client au Québec à qui vous pouvez vendre, c'est Hydro-Québec. C'est fait comme ça. Je sais qu'il y a des choses qui vont changer. D'ailleurs, le projet de loi 69 qui s'en vient, s'il passe, il permettrait à un producteur indépendant comme Boralex, sur un terrain adjacent à un consommateur, d'y produire et lui vendre de l'électricité directement, behind the meter, pardon mon français, donc derrière les compteurs d'Hydro-Québec, pas d'interconnexion avec Hydro-Québec. C'est une brèche très timide, mais c'est quand même une première brèche au Québec pour un peu tuer le monopole d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, selon moi, selon tout le monde, devrait toujours posséder le monopole de la distribution, de la tarification, mais la production peut être sous-traitée, on s'entend. Donc, une friche industrielle ne pourra pas dire, moi, je vais faire de l'énergie puis je vais vendre ça à quelqu'un. Vous pouvez pas. Vous pouvez faire de l'autoproduction, comme fait, mettons, Rio Tinto fait son autoproduction, TS Canada veut faire son autoproduction, fine, ou tu vends strictement à Hydro-Québec. Dans d'autres juridictions, il y a ce qui est très populaire qu'on appelle les CPPA, Corporate Power Purchase Agreement. Donc, c'est un contrat entre un producteur et un consommateur industriel qui se fait partout. Puis ça permettrait de créer, d'utiliser des friches industrielles, par exemple un parc solaire, vendre ça à un client corporatif à côté. Pour revenir à la question de Thetford, parce que je vois beaucoup de dynamisme industriel à Thetford. Nous, on regarde pour développer d'autres éoliennes, pas juste ceux qu'on voit sur la terrasse, qui sont des éoliennes de Boralex, projet des Moulins, mais on regarde pour en développer d'autres pour répondre à des futurs appels d'offres d'Hydro-Québec ou des contrats gré à gré. Mais il y a beaucoup d'industries, puis surtout à Thetford, qui veulent de l'électricité, puis dire, est-ce que vous pouvez produire de l'électricité pour nous? Est-ce qu'on peut? Bien, présentement, on peut pas, mais on pourrait faire une très belle synergie
entre un producteur indépendant qui vend à Hydro-Québec et Hydro-Québec permettrait d'accepter la demande de l'industrie. Puis moi, un peu ma mission personnelle, c'est un peu d'amener les industriels dans l'équation d'une production d'énergie. Présentement, c'est seulement les producteurs indépendants, les communautés, c'est-à-dire les municipalités, les autochtones, qui se mettent ensemble pour soumissionner des projets à Hydro-Québec. Je veux amener des industries là-dedans. Ils sont intéressés à investir, ou du moins garantir qu'ils vont acheter de l'électricité. Puis c'est vers ça que je pense que si la législation ou les buts de notre société est d'aller ainsi, ça permettrait à des régions comme Thetford Mines, des friches industrielles, de créer une synergie vraiment intéressante, toujours sous le chapeau des énergies renouvelables. C'est un peu ma vision d'un monde idéal. Puis ça fait bien du sens. Puis il faut garder en tête que justement, oui, on évolue rapidement, mais il y a un niveau législatif, acceptabilité sociale, tout ce qui vient avec, la Régie de l'énergie qui agit aussi. Fait que le changement de paradigme des surplus vers on a besoin d'être beaucoup plus agile, c'est passé comme ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, des demandes de 50 MW et plus. Il y en a eu une en 60 ans chez Hydro-Québec. C'était une demande d'or ou de diamant, d'une mine d'or ou de diamant dans le Nord. Puis en 2 ans, 3 ans à peine, on en a reçu au-delà de 100 pour 23 000 MW. Fait que le Québec s'est mis à flasher en jaune phosphorescent là, sur la map mondiale pour toutes les entreprises qui voulaient se décarboner ou qui cherchaient de l'électricité pas chère. Puis là, mon Dieu, le Québec, c'est le meilleur dans les 2 cas. Fait que c'est sûr que là, victime de notre succès, et voilà. Fait que là, notre filet mignon. De notre filet mignon. Voilà, le monde s'est rendu compte qu'il est en rabais, au Québec. Ceci dit... Le filet mignon est en spécial au Québec. Et voilà. Puis, tu sais, il y a des avantages à avoir une société d'État. Tu sais, nommez-moi une chose dans votre vie qui a augmenté de juste 3 % par année dans les 5 dernières années, là. Vous allez pas mal juste pouvoir nommer le tarif domestique. Puis les champignons blancs. OK, ouais, ça a comme jamais augmenté de prix depuis 20 ans. Ça, c'est le loss leader, là, mais tu sais, je veux pas dire que... Mais voilà, fait qu'il y a des avantages. Après ça, c'est sûr que localement, il faut changer notre... Tu sais, ça revient à la discussion du début, il faut changer notre façon de voir les choses. Fait que oui, pour l'instant, injecter sur le réseau pour maintenir une vision globale sur les tarifs, les coûts d'entretien, etc., ça reste la responsabilité d'Hydro-Québec. Après ça, plus localement, être beaucoup plus agile, voir la possibilité, puis s'il y a des gens qui veulent prendre un niveau de risque supplémentaire de s'associer avec un producteur, behind the meter, justement, on ouvre tranquillement le kimono. Là, éventuellement, cette réinjection sur le réseau, il faut s'assurer que c'est fait correctement. Tu sais, le réseau, notre priorité numéro 2, c'est mieux consommer. Numéro 3, produire. Numéro 1, c'est fiabilité du réseau. Fait que, on ne va pas le faire en cowboy non plus. Il faut s'assurer que c'est fait intelligemment, qu'on ne provoque pas de l'instabilité des pannes. Mais ça fait partie de la réflexion pour sûr. Puis, je dirais qu'une des choses, c'est de reconnaître qu'on ne pourra pas tout faire nous-mêmes. Avant, c'était beaucoup. Hydro-Québec va le faire. Je pense qu'on est très ouvert à collaborer et à avoir l'innovation, surtout dans une revalorisation de site comme on traite aujourd'hui. Puis quand on parle de fiabilité, là aussi, vous entrez en jeu dans l'équation. Au cours des panels et des conférences qu'on a eues, on a vu aussi, ça a été abordé un petit peu les questions d'énergie à certains moments. Et on a vu, par exemple, sur la Technopole Angus, puis on parle d'écoquartier, on parle de parc industriel, il va y avoir des choses qui vont être un peu créées peut-être de toutes pièces. Là. Fait qu'il y a comme une occasion, il y a comme un canevas qui est vierge là, en quelque sorte. On a vu aussi des possibilités on parlait de stocker l'énergie, mais on pouvait aussi peut-être récupérer l'énergie. Il y a des possibilités, des opportunités pour ça aussi. Mais il y a beaucoup d'opportunités. En réalité, nos grandes entreprises au Québec, il y a 40 % de la chaleur qu'ils produisent qui vont à l'atmosphère. Donc, on perd 40 % de cette énergie-là qui serait gratuite. Donc, quand on a l'occasion de penser à un projet intégré, mais ça serait vraiment intéressant de voir ces entreprises-là exothermiques qui puissent fournir, dans le fond, la chaleur à des entreprises ou des clients à côté qui auront besoin de chaleur. D'ailleurs, eux pourront être rémunérés sur la production de leur chaleur et les clients qui en ont besoin vont avoir un tarif préférentiel par rapport à ce que ça leur coûterait. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Donc, oui, effectivement, là, quand on a l'occasion de pouvoir réfléchir à un projet intégré, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille en amont. Là. Puis la technologie existe vraiment déjà. Là. En France, les boucles, les réseaux de chaleur, c'est vraiment intégré. Puis c'est le développement d'une municipalité. Il y a l'eau, l'électricité, le gaz, puis la chaleur, puis le froid. Là, on a l'avantage de la densité pour la rentabilité économique. C'est à votre désavantage 100%, sur le territoire. 100%. Mais tu sais, il y a des exemples concrets. Exemple, à Québec,
le nouvel anneau de glace là, international, ça a l'air que faire du froid, ça génère du chaud. Ben là, la ville a été visionnaire, a prévu qu'ils ont tout revalorisé à l'intérieur de l'aréna des usages, chauffage de l'eau chaude, des espaces, etc., le surplus de chaleur. Mais ils ont vu qu'il y avait énormément de surplus. Donc, au lieu de les rejeter à l'atmosphère, ils ont prévu les amorces. Puis, ils ont annoncé qu'il y avait de la chaleur disponible. Puis, vous comprendrez que énergie disponible égale, il y a quelqu'un qui lève la main du tac au tac. Ben, Action Habitation. On construit une résidence pour personnes âgées à revenu modique, 150 portes, une garderie pour 150 enfants. 100% du chauffage vient de l'anneau de glace à côté. Je savais même pas ça. Ben, J'habite à côté. Je vais tout le temps à l'anneau de glace avec mes enfants. Les technologies sont là, mais quand je dis que les technologies sont là, l'accompagnement est là, les subventions sont là, mais on continue tout le temps de regarder en arrière. Là, il faut forcément se casser un peu la tête puis regarder en avant puis qu'est-ce qui est disponible. Oui, puis justement, c'est un des objectifs de cet événement-là, hein, c'est de regarder en avant. Puis on a passé aussi pas mal de temps à regarder ce qui se fait ailleurs. Mais c'est sûr, on le disait tantôt, parce qu'on ne peut pas faire de copier-coller. Par contre, vous avez une bonne connaissance Québec et France. Ben, ce qu'on cherche à faire, enfin, au moins en ce qui me concerne, c'est justement les points d'intersection, les zones de recouvrement où on peut mutualiser des choses. Et dans nos partenariats, nos échanges avec nos homologues québécois, c'est le but justement des réunions de mettre sur la table les retours d'expérience communs et qu'est-ce qui peut être profitable à chacun. On sait qu'il y a des solutions qui marchent très bien en France, mais qui auront beaucoup de mal à s'appliquer ici, et inversement. Donc c'est vraiment aller dans ce sens-là. Et lorsqu'on a vraiment des sujets communs, désolé, je vais reprendre l'exemple de Boralex qui est à côté de moi, on va croire que je vais toucher un chèque à la fin. Mais le photovoltaïque, c'est clairement le cas, l'éolien aussi, où le développement vécu en France peut être, à mon sens, répliqué ici au Québec. Et il y a un sujet qui me met à cœur aussi, c'est le résidentiel couplé aux voitures électriques, où la batterie de la voiture devient la batterie de la maison, véhicule to grid in French, ou véhicule to home. Donc ça, c'est vraiment des sujets, notamment lorsque vous avez une faible densité de population, avec des quartiers, des maisons isolées, des sites isolés, où on sait que tirer des lignes, ça coûte un peu cher. Alors, il ne s'agit pas de s'exonérer du réseau, mais on pourrait se contenter de lignes existantes un peu plus faibles, parfois, si on a de la production locale. Chez nous, on va parler d'autoconsommation. On a l'expérimentation ici de lac mégantic aussi qui rentre dans cette catégorie-là. Donc, on est dans le mode exploratoire, qu'on évoquait tout à l'heure, sur des retours d'expérience qu'on pourrait mutualiser. Il nous reste quelques minutes avant de prendre vos questions. D'ailleurs, on en veut des questions, donc partez pas là, tout de suite après là, pour éviter des questions, parce qu'en plus, on a un mot de fermeture, donc vous n'avez pas le droit encore de vous sauver, parce que sinon, monsieur le maire va être insulté. Avant de passer aux questions, j'aimerais qu'on tombe un peu en mode conseil. Si vous avez un conseil à donner avec tout ce qui s'en vient ici dans la communauté, avec ce beau projet, ce serait quoi? Je commence avec vous. Bien, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments avec lesquels jongler pour ce projet-là. Donc, mon conseil à vous, c'est utiliser les ressources à votre disposition. Puis des fois, vous ne le savez pas, mais il y a des ressources chez Énergie pour vous accompagner. Il y a des ressources chez mes collègues. Donc, levez la main. Appelez, demandez de vous faire accompagner. Ça fait beaucoup pour les projets, sont de plus en plus complexes. Faut intégrer toutes sortes d'éléments. Donc, je dirais, utilisez les ressources à votre disposition. Il reste 6 minutes 10 secondes. Je me permets il reste 6 minutes, incluant les questions. Je me permets une micro-anecdote là, pour en arriver rapidement à un constat que je sais beaucoup ces temps-ci. Là, c'est... Je fais le tour des écoles secondaires, là, j'encourage les jeunes, sciences, technologies, ça va être bien important pour eux dans le futur. Fait que, récemment, j'étais dans une école, puis là, je leur disais, c'est tough luck, là, transition énergétique, choix énergétique, ben, vous pouvez pas encore voter à l'élection de la semaine prochaine, on était là quelques semaines, mais je vous informe que le gros des conséquences, et surtout des choix difficiles, ils sont comme dans votre cours, que vous le vouliez ou non. Puis en sortant de là, je me trouvais minable. Je me trouvais minable de dire à des enfants que, ben, on n'avait comme pas eu le courage, nous, de prendre les décisions difficiles puis de passer à l'action. Fait que, l'accompagnement est là, les subventions, il y a toutes sortes. Mais, ce qui manque, là, c'est, on le fait. C'est de l'action. Puis quand je dis de regarder en avant, c'est beaucoup ça, là, on pourra pas revaloriser la friche ici comme les 52 dernières ont été faites. Il va falloir se casser la tête puis accepter que ça va être facile sur papier, là,
mais qu'à chaque étape, il va y avoir de quoi qui va essayer de nous ramener vers le statu quo. Puis c'est là qu'il va falloir, ça va prendre un maître d'orchestre important qui a une vision puis qui y croit dur comme fer. Fait que ça va prendre, je pense, du courage au bout du compte. Très bon conseil, très bon message. Patrick? Bien, moi, je vais aller simplement. Si vous possédez une friche industrielle, vous pensez peut-être à devenir un producteur d'énergie, contactez-moi, contactez Boralex. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre aux besoins évolutifs d'Hydro-Québec. Le mot de la fin pour Pascal. Venez nous visiter. Vous serez les bienvenus. Je crois qu'il y a certains centres d'intérêt chez nous qui méritent d'être visités ou voire goûtés. Le vin dans le sud, la bière dans le nord. Et là, juste cette diapositive-là, qui est un exemple justement d'application sur une friche industrielle, sur une mine dans l'est de la France, donc sur un terri, qui s'est faite avec de la production d'énergie. Et bien sûr, ces exemples-là, tout, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ne sera pas transférable, mais au moins vous aurez les retours d'expérience positifs et négatifs de tels sujets appliqués à votre territoire, et particulièrement ici à Thetford. Merci. On serait prêt à prendre des questions. Le micro est disponible. On veut des questions. On en a une. J'étais curieux au niveau du photovoltaïque, avec le climat là, qu'on a ici, là, comment ça se comporte? En fait, c'est technologies différentes, mais mon voisin sera plus pertinent techniquement pour répondre à ça. C'est à la fois des questions d'orientation des panneaux, voire des panneaux double face profitant de l'effet albédo de la neige, ce qui devient un avantage. Et le meilleur exemple, il n'est peut-être pas chez nous, mais allez voir chez les Scandinaves, en Finlande et en Norvège notamment, ils ont développé cette fois-ci des panneaux verticaux, orientés est-ouest et non plus nord-sud, je dirais. Mais peut-être que vous allez être plus pertinent. Non, c'est ça. là-dessus. Et je ne vais pas me situer aux experts de notre équipe énergie, mais j'en connais assez d'avoir travaillé longtemps dans le domaine des serres agricoles que on a souvent le paradigme de dire notre photopériode n'est pas longue ici. En l'hiver, on a peut-être 8-9 heures de soleil par jour. Mais c'est pas tant la photopériode qui est importante que l'énergie qui est transmise par le soleil dans cette période-là. Donc, dans les latitudes nordiques, il y en a quand même un seuil assez acceptable, conjugué à l'évolution des technologies des panneaux photovoltaïques qui sont beaucoup plus efficaces qu'ils étaient pour convertir les photons en énergie électrique. Donc, ça devient de plus en plus intéressant, même s'il y a moins de soleil, d'avoir une bonne production d'énergie avec ces panneaux solaires. Peut-être ajouter, j'étais un peu négatif dans mon propos précédent, là, mais tu sais, le Québec, on a quand même, on switch vers le positif. Là, la beauté, c'est qu'on a peut-être plus chanceux qu'intelligent dans l'histoire. Là, on avait de l'eau, fait qu'on a fait de l'hydro. Là, mais l'hydro, c'est l'avantage, c'est une des seules énergies renouvelables qui n'est pas intermittente. La turbine tourne puis elle produit. Fait que c'est la plus belle batterie qu'on peut pas avoir. Là, on est très bien situé, autant politiquement qu'énergétiquement, pour acquérir des sources d'énergie renouvelables intermittentes. Le solaire et l'éolien. Fait que, tu sais, stratégiquement, là, on est rendu à cette étape-là. C'est pas pour rien qu'autant au niveau des parcs éoliens que des projets solaires, là, Hydro-Québec ouvre la porte grandement parce qu'au niveau des coûts, ben là, c'est l'inverse. Au niveau éolien solaire, ça diminue drastiquement, tandis que ça a l'air que les rivières les plus faciles sont déjà faites, puis que l'acceptabilité sociale est plus là. Fait que forcément, on diversifie. Pas les œufs dans le même panier de un, puis on se tourne vers les technologies du futur. Donc là, on est dans le mix. 100%. Ben là, c'est rendu très populaire d'être dans le mix, au niveau énergétique. Mix énergétique, au niveau de la production, puis au niveau des sources. Fait que clairement, là, le but, c'est de se diversifier. Parfait. On aura le temps pour une petite dernière question, si jamais il vous en reste. On vous entend bien. Non, je vais parler fort. On a vu beaucoup d'images de photovoltaïque au sol. Oui. Quand on fait de la réindustrialisation, il y a aussi l'option de l'avoir sur les bâtiments. Oui. Donc, comment on peut conjuguer de la densification avec ces types d'énergie-là? Ben, écoutez, c'est très intéressant parce que ces toits-là servent à rien, donc pourquoi pas mettre quelque chose dessus. La clé, c'est combien que tu as de mètres carrés. C'est le nom du jeu, c'est la superficie des panneaux que tu peux mettre. Donc oui, au niveau micro, tu sais, si toutes les industries, les maisons se grillent de panneaux, en bon tête-sur-doigt, se grillent de panneaux, mais ça prend une grande somme de petits toits pour y arriver. Mais oui, c'est tout à fait, c'est utiliser de la surface inutilisable à très bon escient. Mais c'est
c'est pas beaucoup de mégawatts que tu peux aller chercher par toi. Donc, il faut que ce soit un effort collectif grand. Ouais. Mais ça peut aider. Tu sais, Montagny, Écoparc Saint-Bruno, des grands locaux industriels, synonymes à ce qu'on pourrait retrouver dans une revalorisation de friches industrielles. Tu sais, c'est 700 kW sur le toit, tu sais, qui ont installé. Fait que, tu sais, quand je dis qu'à 5 MW, là, tu deviens tout d'un coup un choix ministériel, ben, tu sais, si un cinquième de ça, tu peux tout. Puis il y a beaucoup de ça dans la sélection aussi. C'est cette notion de as-tu la capacité, sur demande, quand il fait moins 40 000 au Québec, qu'on tire fort sur le fil, de t'effacer. Puis un client qui coche oui, ben, a une longueur d'avance par rapport à un client qui, lui, produit du lait, ou des microbiotes, quoi que ce soit, qui a là les degrés de température. C'est impossible de s'effacer, mais ça rentre dans l'équation aussi, là. Parce on est au Québec, puis il y a comme une centaine d'heures dans l'année qui sont critiques. Fait qu'un client qui est capable d'être résilient, d'avoir des choix en énergie, des choix en production, puis pour ces heures critiques-là, où on produit 40 000 mégawatts, là, il y en a 17 000 qui viennent des plaintes électriques, presque, du chauffage. Ça a l'air qu'on chauffe tout en même temps. Fait qu'un client qui a la capacité de s'autoproduire ou de diversifier ses choix énergétiques a une longueur d'avance pour être accueilli beaucoup plus vite sur le réseau. En complément, la limite qu'on a en Europe, c'est la résistance des toits. Et c'est un avantage pour vous, parce que généralement, les toits qui résistent à la neige résistent au poids des panneaux, alors que nous, on a parfois des bâtiments en tôle, on va dire ça comme ça rapidement, et ça coûte plus cher de refaire le toit que d'installer les panneaux. Et pour contrecarrer ça, une obligation est passée d'avoir des ombrières sur les parkings, sur les stationnements, pardon. Sur les stationnements et sur l'ensemble des stationnements. Alors, j'ai plus la norme exacte, mais peut-être que vous l'avez en tête. Je prends par exemple, ça va être supérieur à un demi-hectare ou 1 hectare des centres d'achat. Il y a l'obligation, et puis des parkings d'entreprise, d'installer des panneaux solaires photovoltaïques sur ces parkings, qui ont aussi l'avantage de protéger du soleil et de la pluie. Donc, ça peut être utile. Ça coche beaucoup de cases. Donc, c'est ce qui met fin à notre panel et c'est ce qui met fin aussi au contenu de cet événement. Donc, je vous demande d'applaudir chaleureusement les panélistes. Donc, on arrive à la fin de cet événement. L'objectif, c'était de vous faire voir grand, de vous faire rêver, de vous outiller, de pas vous décourager, mais en même temps de voir les obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Moi, j'ai l'impression que l'objectif est atteint. C'était très intéressant pour moi aussi. J'ai énormément appris dans tout ça. Je vous remercie pour votre participation. Pour ceux qui voudraient plus d'informations, entrez en contact avec des conférenciers, des panélistes. C'est Cindy Allaire qui va être votre point de contact privilégié. Je vous rappelle aussi que les présentations vont être disponibles sur le site d'Idées Thetford. Vous pourrez avoir accès au contenu. Je donne maintenant le mot de la fin au maire Brousseau, si vous voulez venir me rejoindre sur la scène. Monsieur Brousseau. Bien, merci beaucoup. Merci, Mme Iaccherini. Ça a été animé de main de maître. Alors, on est très contents. Merci à tout le monde de vous être déplacés chez nous, dans notre beau centre de congrès. Merci à ceux qui l'ont organisé. Cindy, entre autres, qui a mis beaucoup de temps là-dedans. C'est extrêmement important pour nous. Alors, en fait, vous avez vu, le contenu était très varié, très pertinent. J'ose espérer que vous avez trouvé ça aussi intéressant que nous. Alors, on a beaucoup aimé. Vous avez pu constater aussi qu'on a un vaste projet, nous, qui est en train de naître, là, qu'on va vouloir entretenir. Donc, entre autres, avec des très gros bâtiments pour mettre plein de panneaux solaires sur les toits, sans compter tout l'espace de terrain qu'on a. Alors, on a un beau grand terrain de jeu. Et on fait tout ça sans renier le passé aussi. On a Mme Bertram tout à l'heure qui parle de notre logo. Mais notre logo, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, c'est un piolet du mineur, le T. Donc, tout ce qu'on fait, c'est sans renier le passé, mais on est rendu complètement ailleurs et on va se développer de cette façon-là. Et entre-temps, mon scoop a été vendu un peu par le monsieur de la BDC tout à l'heure. Je vais peut-être demander qu'on le mette à l'écran, mais aujourd'hui même, on a annoncé un plus petite friche industrielle, mais notre très, très vieille fonderie qui avait plus de 100 ans. Aujourd'hui, on vient d'annoncer un projet de 215 millions de dollars pour... oui, allez-y. On parle de 531 logements, 3 immeubles, un de 8 étages, un de 10 étages et un de 17 étages. Alors, vous comprendrez que c'est le Talking Town
today. Tout le monde parle que de ça. Alors, c'est vraiment un très, très gros projet. On est content que de plus en plus de gens comprennent le potentiel qu'il y a d'investir chez nous. Alors, si ça peut donner l'idée pour notre autre grosse friche industrielle qu'on aura développée, c'est une excellente chose. Maintenant, on espère, entre autres, pour faire suite au panel qu'on vient d'avoir, que l'énergie sera au rendez-vous. Ça va être extrêmement important parce que c'est beau de transformer le filet mignon en bœuf haché, mais il ne faut pas que ce soit back-order. Donc, parce qu'on a déjà, nous, des projets industriels qui ont été refusés. Donc, c'est quand même impressionnant au Québec aujourd'hui qu'un des freins au développement économique soit l'accessibilité à l'électricité. Donc, on espère que c'est quelque chose qu'on va chercher à remédier. Puis effectivement, on va vouloir être créatif. On va souhaiter que le législateur soit créatif aussi parce que si, par exemple, je le dis comme ça, là, on n'est pas rendu là, mais si dans la mine belle, on décide, nous, d'être pratiquement autosuffisant en électricité parce qu'on peut produire avec la géothermie, on peut faire du stockage d'énergie, on peut produire du solaire, ben, ça se peut que ce soit pas un seul utilisateur, ça se peut qu'on veuille partager cette énergie-là, puis présentement, c'est même pas possible. Alors, des fois, on veut aider, et on veut se trouver des solutions, mais il faut quand même qu'on puisse le faire. Alors, ben voilà. Donc, j'espère que tout le monde a été bien inspiré. J'aurai la chance bientôt d'aller voir dans le nord de la France. En fait, dans quelques semaines, je vais dans la région de Lille, dans la région de Dunkerque aussi. Donc, évidemment, on va aller voir ce qui se passe. Donc, repartez avec ces belles idées-là. Continuez. J'espère que vous avez tissé un réseau qui est intéressant parce qu'en fait, on a appris plein de choses aujourd'hui, mais il y a tellement plein de belles choses qui s'en viennent que pour faire les meilleurs choix, pour avoir les meilleures idées, il faut partager ensemble pour faire en sorte qu'on fasse mieux, tout le monde. Donc, nous, ben, on a 55 millions de pieds carrés à développer. Alors, s'il y en a qui ont des idées, tant mieux. Si les gens des ministères qui sont dans la salle, vous avez des beaux programmes pour nous, dites-nous-le. Évidemment, le nerf de la guerre, ça va être l'argent pour nous. Mais merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié votre séjour chez nous. Merci.